Dernière heure, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer à la barre du tribunal fédéral. Tout Manhattan semble soudain manquer d'oxygène. Journalistes en apnée, spectateurs pétrifiés, gardes débordés. Je sors à peine de la salle, les oreilles encore bourdonnantes du silence nerveux qui a suivi le témoignage le plus inattendu de la décennie. Oui, parce que quand Leonardo DiCaprio, la star que même les tempêtes de tabloïds n'éclaboussent jamais, a pointé son regard d'acier vers Sean, Diddy, Combs et s'est mis à parler, le temps a littéralement fait une embardée. Pas un flash ne s'allumait, les caméras étaient interdites, mais on aurait juré voir des éclairs danser autour de lui. Il a ouvert la bouche et, en 10 secondes, les murs du showbiz ont craquelé. Et toi, derrière ton écran, tu te demandes, qu'est-ce qu'il a bien pu balancer pour que tout un empire de cash, de champagne et de secrets tremble jusqu'à Harlem? Garde tes nerfs, on plonge dedans, et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais une remise de prix de la même façon. Souviens-toi, depuis des mois, tout le monde chuchote que le « roi du rap » serait assis sur un trône d'ombre. Des procès civils, des fuites anonymes, des murmures sur des sous-sols aménagés plus pour la peur que pour la fête. Mais rien ne collait vraiment, jusqu'à ce mardi matin où le parquet a sorti sa plus grosse carte. Léo en personne, témoin surprise, amené par une entrée latérale, capuche sur la tête, escorté comme s'il transportait les codes nucléaires. Et le voilà, visage pâle, voix posée, racontant la nuit où tout a basculé. Une invitation soi-disant VIP, un manoir aux fenêtres occultées, des rires qui sonnent faux, des portables confisqués à l'entrée, et derrière les rideaux, quelque chose qui pue la peur autant que le cigare de luxe. Il dit avoir senti le piège dès le premier verre, mais l'ego, tu sais, c'est un moteur qui pousse même les gens les plus lucides à rester pour voir combien d'étoiles brillent vraiment. Et les étoiles, ce soir-là, s'alignaient pour dessiner une carte au trésor macabre. Couloir sans caméra officielle, porte codée, garde qui tutoie les 130 kg de muscles, et au centre, Diddy qui plane sur ses invités comme un directeur de casting caché derrière un sourire $1 000 000. Tout est allégué, oui, mais écoute bien ce qui suit avant de hausser les épaules. DiCaprio décrit d'abord le vernis, champagne rosé à flot, Digi enchaînant des remixes jamais sortis, serveuse souriante comme des affiches de parfum. Puis sa voix se fait grave. J'ai remarqué des bracelets de couleur que seuls certains invités portaient. Des bracelets, vraiment? Oui, tu as bien compris. Un code couleur, comme dans un parc d'attractions pervers. Vert pour accéder à l'étage, jaune pour le salon privé, rouge pour ce fameux phare dont personne ne dit le nom, mais que tout le gratin connaît. Léo, lui, n'avait qu'un bracelet bleu, donc théoriquement cantonné au canapé, à la piscine intérieure, et au bar qui coûte à lui seul plus que ton appart. Sauf qu'une fois la nuit bien avancée, il surprend un garde qui s'absente, laisse une porte entr'ouverte, et tu connais la suite. La curiosité est un animal qu'on ne tient pas en laisse. Il avance, traverse un couloir feutré, respire un mélange d'encens et de chlore, débouche sur un escalier en colimaçon qui n'a rien à faire dans une villa californienne récente. En bas, lumière rouge tamisée, silence électrique, sauf pour un beat lointain, comme un cœur malade. Et là, par l'entrebâillement d'une pièce, il voit des caméras, des canapés tachés, des visages jeunes, beaucoup trop jeunes, et Diddy qui murmure quelque chose à l'oreille d'un type cagoulé. Je me suis senti glacé d'un coup, avoue Léo. Mais le pire, dis-le avec moi, c'est qu'il n'a pas hurlé. Il a refermé la porte, remonté l'escalier, souri comme un zombie, attendu son chauffeur qui n'arrivait pas, et inventé 1000 excuses pour justifier son malaise. Parce qu'en gros, la fête continuait, photos instantanées, rires stridents, et chaque seconde sonnait comme une sirène qu'il était le seul à entendre. Revenons au tribunal. Quand il raconte cette scène, on le sent vaciller, mais il continue, et la salle reste suspendue à ses lèvres. Puis viennent les questions. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt? Et là, la vérité cingle. Parce qu'on m'a fait comprendre qu'à Hollywood, il y a des portes que tu ouvres, et d'autres qui t'ouvrent, et qui se referment derrière toi. Traduction. Un appel anonyme le lendemain, un avertissement poli mais glacial. Tu veux vraiment mettre ta carrière sur halt. Les films disparaissent, les deals se refroidissent, les invitations se perdent dans la poste. Il se rend compte qu'une main invisible actionne les feux verts et rouges de toute la ville. Et toi, tu te demandes, mais comment un seul homme peut tenir autant de monde? Réponse suggérée par Léo, la caméra ne juge pas, elle archive. Des rushs compromettants, rangés dans un bunker numérique, pourraient transformer les plus grandes stars en marionnettes. On ne payait pas pour entrer, on payait pour se taire, lâche-t-il, et un long frisson balait même le banc des jurés. Tout est encore allégué, bien sûr, mais l'image s'imprime dans la rétine collective plus vite que n'importe quelle casquette estampillée bad boy. Flashback dans le flashback.
Léo se souvient avoir vu, ce soir-là, une comédienne française qu'on adore sur les tapis rouges de Cannes, mais qui, depuis 2 ans, semble avoir disparu des écrans radars. Elle m'a chuchoté « Ne reste pas trop tard, il compte les visages ». Une phrase qui résonne comme un gong lorsqu'il la répète au tribunal. Le procureur enchaîne, demande s'il a d'autres noms. Il hésite, regarde la juge, souffle « Je préfère les donner hors caméra ». Le danger est réel. À cet instant, la moitié de la salle se tourne instinctivement vers Didi qui, derrière ses lunettes opaques, paraît soudain moins sûr de son sourire. On dirait un roi qui découvre, stupéfait, que la porte de sa forteresse n'était qu'un décor de carton-pâte. À l'extérieur, la foule grandit. Chaque phrase qui fuite fait vibrer Twitter, TikTok, Insta. Tout le monde veut savoir qui était dans ces salles rouges. Quels secrets tiennent encore sous silence des carrières entières. On passe de la rumeur à la panique organisée. Et pendant ce temps, sur les bancs des avocats, ça compulse des classeurs, ça tripote des antistress, ça échange des post-it où l'encre semble s'effacer tant les doigts transpirent. Mais tu sais quoi? Le récit ne s'arrête pas à ce sous-sol. Leonardo révèle une autre couche du labyrinthe. Il y aurait, selon lui, un système informatique interne, isolé d'Internet, où sont stockées les vidéos. Pas des disques durs ordinaires, des serveurs cryogéniques hébergés dans un ancien bunker militaire loué par une coquille offshore. Il tient cela d'un ingénieur repenti, un certain AirTech, silhouette fantomatique qui a contacté l'acteur via un téléphone jetable pour lui remettre un schéma réseau et un mot de passe à usage unique. J'ai tapé ce mot de passe une seule fois, dit Léo, et j'ai vu s'ouvrir un répertoire rempli de visages familiers, datés, géolocalisés, tagués par tranche d'âge. Il n'a pas téléchargé, il n'a pas copié, il a juste observé, horrifié, avant de couper la connexion. Il avait alors la preuve que la soirée n'était que la partie émergée d'un iceberg fabriqué en studio et financé par des poches sans fond. Le procureur hoche la tête, comme s'il savait déjà. Le jury semble hypnotisé. La question fuse. Pourquoi ne pas avoir fait appel au FBI? Réponse sèche. Parce que quelques jours plus tard, je reçois, chez moi, un vase Ming soigneusement emballé, sans mots, posé sur mon piano. Un vase identique à celui qui s'est brisé à la soirée, quand une invitée a trébuché. Message reçu. Il savait exactement où j'étais, ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. L'audience lâche un soupir collectif. On pourrait croire à un thriller trop écrit, trop beau pour être vrai. Sauf que la voix de Léo tremble et que personne ne l'a jamais vu jouer la comédie dans un tribunal sans cachet à la clé. Pendant ce temps, à l'extérieur, la météo des médias passe à l'ouragan catégorie 5. Des véhicules satellites se garent en triple file, des chaînes d'infos en continu dressent des plateaux improvisés sur le trottoir, et chaque chroniqueur se dispute le micro pour lancer la même question. Didi peut-il survivre après ça? Certains rappellent l'époque des procès Jackson, d'autres convoquent Weinstein, mais tous sentent qu'on vient peut-être de franchir un seuil inédit, la pop culture cannibalisant l'une de ses plus grosses icônes en plein direct. Et toi, tu te dis peut-être, ok, Léo balance, mais où sont les preuves matérielles? Les vidéos, les logs, les témoins secondaires? Patience, Sherlock. Parce que le procureur, plus méthodique qu'un chirurgien, sort un sudoku d'indices, à commencer par des factures Uber anonymisées montrant des trajets nocturnes vers la villa, des relevés de cartes prépayées, et surtout des SMS récupérés sur un forfait corporate où l'on lit « Axel emmené phare 2h13, statut, prêt ». 3 petits mots qui, sortis de leur contexte, auraient l'air d'une commande de livreau, mais qui, couplés au témoignage, dessinent un puzzle glaçant. Tout est allégué, je le répète, mais tu sens déjà la sueur perler sous le col amidonné des investisseurs. À la reprise, l'avocat de la défense tente le contre-feu. Il interroge Léo sur ses propres excès passés, sur ses soirées de yacht où les bouchons sautent plus haut que les dauphins, sur ses conquêtes éphémères photographiées par des paparazzis embusqués. Il essaie de fouiller un passé qu'il croit sulfureux pour décrédibiliser le témoin. Mais l'acteur sourit tristement. Vous confondez excès légal et crime organisé. Moi, je faisais la fête, pas des listes de chantage. La salle applaudit presque, réprimée par le marteau du juge. L'avocat insiste. N'est-il pas vrai que vous avez accepté un rôle produit par un proche de M. Combs? Léo réplique. J'ai aussi pris l'avion avec des sénateurs, et pourtant je ne rédige pas de loi. Cinglant. Et pendant que le duel s'envenime, Didi, lui, tape des doigts, comme s'il cherchait la BPM idéale pour noyer le vacarme dans sa tête. On dirait qu'il compte mentalement les options qui lui restent. Option 1. Nier jusqu'au dernier souffle. Option 2.
un arrangement confidentiel et un exil fiscal. Option 3. Le pari fou que l'opinion publique oubliera après le prochain scandale. Spoiler. Encore faudrait-il qu'il y ait un prochain scandale assez grand pour faire de l'ombre à celui-ci. Et ça, c'est loin d'être gagné. Et là, twist à la Tarantino. L'assistante du procureur se lève avec une boîte à archives estampillée d'un numéro de scellé. Elle l'ouvre, retire un objet qui ressemble à une clé USB. Mais non, c'est une vieille carte compact flash de caméscope DV, du genre qu'on n'utilise plus depuis que les téléphones filment en 8K. Pourquoi si vintage? Parce qu'elle date de la première itération du phare, en 2005, annonce-t-elle. Silence radio. Un technicien jure sur Bible qu'il a extrait un extrait crypté, visionné uniquement par le juge en chambre, montrant des activités incompatibles avec le consentement éclairé. Traduction. Une bombe visuelle prête à exploser si la défense continue de jouer la carte de la désinformation. Le jury, tenu à l'écart pour le moment, fixe cette carte mémoire comme si elle pouvait prendre feu toute seule. Leonardo, lui, baisse les yeux. On comprend que ce qu'il a décrit en mots existe bel et bien en pixels, granuleux mais indélébile, sous scellé N47CX. C'est le moment où la machine à café du tribunal se met à gronder, comme pour souligner la tension. Les doigts d'un juré tremblent tellement qu'il renverse son gobelet. Personne ne rit. On commence à voir des badges de sécurité supplémentaires se placer aux portes, preuve que la tempête passe au niveau supérieur. Et toi, derrière ton téléphone, tu te dis « Ok, mais toutes ces révélations vont-elles vraiment changer quelque chose ?» Hollywood oublie vite. Bon point. Sauf que cette fois, le scandale ne touche pas seulement le showbiz, mais aussi les coulisses politiques, philanthropiques, financières. Parce que DiCaprio, dans un demi-souffle, a glissé le nom d'un ancien maire, d'un actuel sénateur, et, oui, d'un ex-locataire de la Maison-Blanche, toujours avec la prudence du conditionnel. J'ai vu, j'ai entendu dire, on m'a rapporté. Des noms tenus hors micro, mais déjà retranscrits dans les PV. Imagine la panique dans les causes d'urgence. Avocats qui surlignent des clauses de non-divulgation, lobbyistes qui programment des vols retours, organisateurs de galas de charité qui réécrivent les plannings pour effacer les selfies compromettants. Et pendant ce temps, le public, toi, moi, tout le monde, on rafraîchit les lives comme des forcenés. On commente « je le savais » ou « non, pas lui ». On scrute les moindres regards captés à la sortie du bâtiment. Cette affaire n'est plus une fuite, c'est un barrage qui cède. Et quand l'eau monte, peu importe si tu portes un smoking ou un simple badge presse, tu finis trempé. Ose. Respire. Parce que le plus fou, c'est que, malgré l'onde de choc, certains continuent de minimiser. Du sensationnalisme, disent-ils. Alors Léo dégaine son argument final, la voix des victimes. Dans la salle, un micro crachote, et l'on entend l'enregistrement d'une femme voix floutée, identifiée comme Jane X214, qui raconte 72 heures de séquestration, bracelet serré jusqu'à la trace bleutée, caméra braquée en permanence, et une phrase qui revient « Souris, tu passes à la postérité ». Ces sanglots font écho dans le bois verni des bancs. Le silence qui suit est si dense qu'on croirait l'air solidifié. Le juge, la gorge nouée, autorise une courte suspension. Et au moment où la salle se vide, une rumeur circule. 2 autres témoins protégés seraient prêts à venir. Si ça se confirme, on passerait du simple témoignage star à une chaîne de récits concordants, le cauchemar de toute défense. Et toi, tu te dis, alors, quand est-ce qu'on voit la suite? Calme-toi, ami curieux. Le procureur promet de rappeler tout ce beau monde dès demain, 9 heures. En attendant, on refait le match, on compte les points. Et on se demande combien de ceux qui se croyaient inatteignables vont toujours parader sur le tapis rouge l'an prochain. Mais laisse-moi ajouter un détail que personne, pour l'instant, n'a osé mettre sur la table. Parce que derrière les histoires de sous-sol et de caméras, il y a un autre angle, l'argent qui circule comme le sang dans un corps malade. Des fondations caritatives arborant le visage radieux de stars, des levées de fonds pour des causes nobles, et, pendant ce temps, des factures d'événements du phare réglées par les mêmes structures, sous des libellés flous, consulting culture, séminaires créatifs. En gros, chaque gala pour sauver la planète pouvait payer, en douce, la soirée où la planète brûlait à huis clos. Et si tu penses que c'est cynique, attends de savoir que certains assureurs auraient signé des polices blackout, couvrant les pertes liées à un bad buzz potentiel. Oui, tu as bien lu, une assurance contre l'indignation publique. Plus tu réfléchis, plus tu réalises que l'entonnoir dépasse la musique, le cinéma, même la politique. Il s'agit de ces moments où l'on se rend compte que l'industrie du rêve fonctionne sur un cauchemar réglé comme une horloge suisse. Et soudain,
Tu saisis pourquoi tant de visages connus se contentent de liquer vaguement des postes sur la justice, sans jamais nommer le problème. Le système les nourrit, les habille, les protège, jusqu'au jour où il décide de les sacrifier. Devine quoi, aujourd'hui, c'est le jour du sacrifice. Retour dans la salle, fin de suspension. Le jury rentre, la défense demande un ajournement prolongé, mot magique pour dire « donnons-nous le temps d'éteindre l'incendie avant qu'il n'atteigne la cave à whisky ». Le juge refuse. La machine continue. Alors, nouveau coup de théâtre. On rappelle un agent du service de sécurité, pseudonyme, Titan, voix caverneuse, carrure de joueur de NFL. Question toute simple. Avez-vous déjà empêché quelqu'un de quitter la résidence de M. Combs contre son gré? Il lève les yeux vers Didi, respire profondément et déclare « au moins 3 fois ». Boum. Il aurait pu dire « 0 » et sauver son salaire, mais non. Dans les coulisses, on chuchote qu'il aurait négocié une immunité à la dernière minute après avoir vu un extrait vidéo fourni par le procureur. Pas fou, Titan. Il décrit des soirées où la musique couvrait les cris, où les fenêtres paraissaient opaques depuis l'intérieur seulement, et où le staff devait remettre les téléphones personnels dans des sachets plombés. Il raconte un cas précis où une invitée aurait tenté de forcer le portail de service, en pleurs, avant d'être ramenée à l'intérieur et calmée par un médecin privé. Selon Titan, ce médecin était payé en cash, via une valise que Didi appelait, sans blague, la trousse de secours. Toute ressemblance avec un film de gangster est purement fortuite. Pendant que ces révélations s'empilent, la bourse s'affole. Les actions d'une maison de disques liées de près à l'accusé plongent de 14% en 30 minutes. Un sponsor majeur d'une tournée mondiale retire ses visuels, juste au cas où. Les hashtags Farget et Léo lâche tout montent en flèche, et quelque part, un community manager sous-payé frappe frénétiquement sur CTRL-Z pour effacer un tweet promo programmé la veille. On croyait déjà avoir vu l'internet hystérique, on découvre le stade au-dessus. Et toi, tu rafraîchis, moi aussi, parce que c'est un peu comme regarder un gratte-ciel s'effondrer clairement au ralenti. Tu sais que c'est dramatique, mais ton regard reste scotché. Alors imagine les coulisses, où des équipes entières de crisis managers facturent leur temps à prix d'or, où des avocats tirent des nuits blanches pour aligner les virgules d'un communiqué minimaliste, où des influenceurs vitrines font semblant de ne pas recevoir de DM leur disant « S'il te plaît, ne poste rien sur lui avant la fin du week-end ». On n'est plus dans le showbiz, on est dans la gestion de catastrophes naturelles, avec des likes et des filtres Clarendon en bonus macabre. Revenons au banc du public, parce qu'une scène vient de se jouer à bas volume. Une femme en trench beige, lunettes noires, s'est levée, a quitté la salle juste après la déclaration de Titan. Certains disent avoir reconnu une attachée de presse d'une marque de luxe qui sponsorisait jadis les after-parties de Didi. Coïncidence? Peut-être. Mais on sait qu'à Hollywood, les coïncidences coûtent souvent très cher. Et voilà que l'on découvre qu'un email interne circule déjà chez cette marque, stipulant que toute communication faisant référence à M. Combs ou à son entourage doit être suspendue avec effet immédiat. Traduction. Quand la mode coupe le cordon, c'est que ça sent vraiment le brûler. Alors, question rhétorique, la musique, les fringues, le cinéma, la politique. Ils vont tous tenter de se désolidariser, mais combien étaient invités au phare? Combien ont ri aux blagues douteuses, ont serré les mains, ont signé des accords en se jurant que rien ne filtrerait? Est-ce que la chute d'un homme va suffire à réécrire toutes les trajectoires? Ou va-t-on assister à un gigantesque jeu de dominos, chacun poussant discrètement le suivant dans l'abîme? Reste avec moi, la suite promet un frisson XXL. Et parce que la réalité sait être plus ironique que n'importe quel script, l'audience de ce procès est retransmise en audio différé, sans images, pour des raisons de sécurité. Résultat, des millions d'auditeurs écoutent un théâtre d'ombre, tentant de visualiser chaque respiration, chaque raclement de gorge. Les podcasteurs se frottent les mains, les chaînes True Crime dégainent des spéciales, et les théories fusent. Léo est-il le justicier de luxe qu'on attendait? Didi le parrain secret d'une toile mondiale. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on extrapole, mais ce n'est pas la question. La vraie question, c'est combien de personnes ont fermé les yeux pour que le projecteur reste braqué sur l'étoile pailletée? Et toi, kidam confortable, tu as déjà senti ce pincement au ventre en te souvenant d'une blague douteuse à un dîner chic que tout le monde a laissé passer? Multiplie cette gêne par 1000, ajoute des montagnes de dollars, des contrats, des menaces, et tu frôles à peine la surface de ce qui se joue. Alors, oui, l'indignation est facile, mais la responsabilité, elle, te colle aux semelles comme de la résine. Parlons maintenant du fameux dossier Manille, celui que le procureur garde comme un as dans sa manche.
On sait qu'il contient non seulement des transcripts de messageries chiffrées, mais aussi des relevés de crypto-paiements transitant par plusieurs wallets, pattern de transactions trop synchrones pour n'être qu'un club de gentlemen amateurs de NFT. D'après les rumeurs, des sommes confortables auraient été versées le surlendemain de chaque soirée du phare à des entreprises écrans basées dans des paradis fiscaux, avant d'atterrir discrètement sur des comptes appartenant à des proches de victimes potentielles, assortis d'accords de non-divulgation. En clair, on ne payait pas pour acheter le silence, on payait pour le louer, renouvelable tacitement. Et ce sont ces virements que les experts comptables du ministère de la Justice ont commencé à tracer, comme on déroule un fil rouge dans un entrelacement de serpents. Ajoute à cela des mailles internes mentionnant des « budgets maintenance », et tu comprends que la soirée coûtait aussi cher à organiser qu'un blockbuster, sauf que le décor principal, c'était l'ego gonflé d'un homme persuadé que rien ne filtrerait. Et si tu te demandes « mais où est passé tout cet argent sale ?» Devine quoi? Il est peut-être juste sous tes yeux, dilué dans le clip que tu revois en boucle, dans le parfum édition limitée qui trône sur ta commode, dans la fondation qui sponsorise un documentaire émouvant sur les océans. Didi a toujours compris une chose, la meilleure planque pour un diamant volé, c'est une vitrine pleine de strass. Alors il finance la brillance, les galas, les œuvres caritatives, le label d'un jeune prodige à peine sorti du lycée, et, pendant ce temps, la machine de nuit continue de tourner. Tout est allégué, tu connais la chanson, mais la rime devient de plus en plus difficile à chanter. Parce qu'à mesure que les chiffres tombent, l'opinion publique réalise que chaque billet de concert, chaque stream sur une plateforme, chaque flûte de champagne levée dans un lounge doré a pu servir d'huile à un engrenage sinistre. Dur réveil, hein? Mais c'est ça, l'investigation. On gratte, et on fait saigner le vernis jusqu'à voir le bois pourri dessous. Puis arrive la question qui divise. Léo héros ou opportuniste? Parce que soyons francs, il aurait pu parler avant. Il aurait pu balayer le tapis rouge d'un revers de micro et dénoncer la mascarade dès 2005. Mais il ne l'a pas fait. Il l'admet. Il invoque la peur, l'isolement, les menaces, la machine à broyer les témoins. Certains l'applaudissent, d'autres grimacent, trop peu, trop tard. Et pourtant, sans son témoignage, la carte Compact Flash dormirait encore au fond d'une boîte fortifiée. Le courage, parfois, arrive avec retard, mais il arrive. Et si tu cherches des saints, change de chaîne. Dans ce monde-ci, on prend ce qu'on peut, quand on peut, et on s'accroche à chaque fissure de lumière pour élargir la brèche. Alors, oui, Léo n'est pas un ange, mais il est peut-être la mèche qui mettra le feu à la poudrière, et ça, personne ne peut le nier. Le juge annonce la levée de l'audience pour la journée. Mais avant de frapper de son marteau, il lâche cette phrase. Demain, nous écouterons 3 témoins supplémentaires placés sous protection fédérale. Boum. Les bancs se vident, les téléphones se rallument, et moi, au milieu de la foule, je capte un éclat de voix. Si le 3e témoin confirme la présence d'élus dans ces soirées, on bascule en commission d'enquête. Autrement dit, le procès Combs pourrait devenir la porte d'entrée vers un nettoyage de printemps plus vaste que tout ce qu'on a vu depuis #MeToo. La tension est si dense qu'on pourrait la découper au couteau. Et comme si l'univers voulait ajouter une couche de thriller, il se met à pleuvoir, des gouttes lourdes, épaisses, qui martèlent les toits des vents satellites. Manhattan ressemble soudain à une scène de film noir, éclairée par les gyrophares bleus, rouges, bleus. Je lève les yeux, et je me dis, la tempête vient juste de commencer. Sur le trottoir détrempé, un groupe de fans brandit des pancartes « Justice pour les victimes ». D'autres, perdus, affichent « On soutient la vérité », sans trop savoir ce que cela veut dire. Les réseaux se divisent, inondés de montages vidéo où Léo se tient, auréolé de filtres dorés, face à un Didi caricaturé en marionnettiste. Un commentateur ironise « Voilà la nouvelle mythologie américaine, l'acteur sauve le monde réel ». Peu importe, l'engagement explose. Et derrière chaque like, un algorithme savonne la pente. Plus on clique, plus la spirale s'accélère. Tu te demandes peut-être si cette hyperattention médiatique ne va pas finir par diluer le drame dans le buzz. Mais pour l'heure, la plaie est trop fraîche. Personne n'ose détourner les yeux. Chaque minute, un nouveau trait Twitter sort, un nouveau montage TikTok, une nouvelle théorie Reddit. Et moi, je te le dis, garde l'esprit critique allumé, parce qu'au milieu des hurlements, les mensonges circulent plus vite que les faits. D'ailleurs, parlons-en, toi qui écoutes, qu'est-ce que tu ferais si tu recevais une invitation pour une de ces soirées-là? Tu irais, par curiosité? Tu refuserais, conscient du risque? Ou tu te dirais que, de toute façon, tu n'as pas assez de followers pour intéresser les maîtres chanteurs? C'est facile de juger après coup, mais l'ego, la peur de rater le moment, la promesse d'une anecdote qui fera briller dans les dîners.
Tout cela pèse plus lourd qu'un simple tweet indigné. Et c'est bien là la force du phare. Il n'a jamais emprisonné personne avec des chaînes en métal. Il capturait avec la lumière, la musique, les contacts. Il laissait la victime signer son propre NDA mental, persuadé de grimper une marche vers la gloire alors qu'elle descendait vers la cave. Alors, oui, commente, dis-moi ce que tu aurais fait, mais n'oublie pas que le piège le plus sûr est celui qui te dit que tu es libre de repartir quand tu veux. La nuit avance, et déjà des hackers autoproclamés promettent de faire fuiter les archives. Influence ou véritable savoir-faire? Nul ne sait. Mais on voit circuler des liens soi-disant miraculeux, la plupart bourrés de malware. Autre preuve que le scandale attire les prédateurs de tout poil. Et pendant que certains cherchent la vidéo choc, des groupes de soutien aux survivants se montent sur Discord, avec des modérateurs débordés qui tentent de protéger l'anonymat de témoignages déjà menacés. Voilà la guerre moderne. Au tribunal, un face-à-face juridique. En ligne, un champ de mine où s'entrelacent compassion authentique et clickbait toxique. Et quelque part, entre deux notifications, une victime réelle lit les commentaires, tremble, et se demande si le monde l'écoutera ou la dévorera. Musicalement, c'est un séisme. Des plateformes envisagent de retirer temporairement les titres de l'accusé, tandis que d'autres parient sur l'augmentation de streams par curiosité morbide. Certains producteurs paniquent, des samples clearing interminables, des featuring soudains radioactifs. Un ingénieur son me confie que plusieurs artistes appellent pour savoir s'ils peuvent techniquement retirer une collaboration déjà publiée. Réponse courte, non, à moins de rééditer tout l'album. Réponse longue, bienvenue dans le futur, où rien ne s'efface. Il paraît que même les majors, pourtant expertes en damage control, se demandent comment couper le cordon sans se couper un bras. Parce qu'au-delà de la morale, il y a la comptabilité, des catalogues entiers dont la valeur dépend du streaming de ces hits. Supprime la poule aux œufs d'or et tu dois réécrire ton business plan. Tu vois le dilemme? Pendant que les artistes s'autocensurent, les actionnaires réalisent qu'un seul homme peut mettre en péril des décennies de profit. Il est presque minuit quand j'écris ces lignes, et les trottoirs brillent encore de pluie et de flashs tardifs. Je repense à cette phrase de Léo, simple, presque naïve. Personne n'est trop grand pour tomber. Elle tourne dans ma tête comme un refrain. Demain, il remontera peut-être à la barre, ou peut-être qu'un autre visage inattendu surgira du fond de la salle. Peu importe, la machine est lancée. Et même si la justice piétine, même si les millions s'acharnent à négocier, quelque chose a déjà changé. On a ouvert la porte, on a senti l'odeur, on ne peut plus prétendre qu'on ne savait pas. Alors, fais un choix, détournez le regard, ou fixez la lumière crue. Parce que, spoiler, la lumière ne clignotera pas uniquement sur Didi. Elle risque d'éclairer tout un PAN de culture pop qu'on adorait, qu'on streamait, qu'on dansait. Et peut-être qu'après ça, la fête ne ressemblera plus jamais à un clip en slow-motion, mais à un check-up médical sous néon blanc. En attendant, tout est encore allégué, mais cette fois, les allégations s'écrivent à l'encre indélébile sur le fronton d'un tribunal. On se retrouve dès l'aube pour la suite et crois-moi, tu ne veux pas manquer la prochaine page. N'oublie pas de respirer, parce que la vérité, elle, n'a pas fini de nous couper le souffle.